Bâtissons un pays prospère que nous léguerons avec fierté aux générations à venir. Et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu, Legacy Talk, un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions de taille. Gouvernance, leadership et innovation. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe. Bienvenue dans cet espace citoyen. Nous parlons donc de cette thématique que je viens d'aborder tantôt là. Première question, coach, pour ouvrir notre émission, vous opposez les constructeurs. À quoi opposez-vous les constructeurs de prospérité aujourd'hui? Merci beaucoup, Dan. Le thème d'aujourd'hui, c'est sortir de l'enseignement archaïque. Et vous me posez la question de savoir à quoi j'oppose les constructeurs de prospérité. Les constructeurs de prospérité. J'oppose aux constructeurs de prospérité les gens qui luttent contre la pauvreté. Et toutes les théories de lutte contre la pauvreté. Moi, j'ai juste un petit problème. C'est pour quelle raison on ne construit pas des richesses, pourquoi on ne produit pas intensivement les richesses et on les partage au travers du travail, mais on passe le temps à nous demander de lutter contre la pauvreté. Dans la psychologie des gens qui nous disent qu'il faut lutter contre la pauvreté, ils nous imaginent pauvres en permanence, pauvres de manière fatale. Ça veut dire un peu plus pauvres, un peu moins pauvres, fonction des programmes qui sont mis en présence. Et je crois simplement que ça n'a pas fonctionné pendant 63 ans. Il nous faut aller vers la construction des richesses, la construction permanente et intensive des richesses pour être en mesure de définitivement tourner le dos à la pauvreté. La pauvreté ne devrait pas être la chose qui nous attire l'attention. Ce n'est pas ça notre défi. Notre défi, c'est croître en termes de prospérité et être en mesure de la partager. Et il n'y a pas deux choses à dire. L'aide ne peut pas nous sortir de la pauvreté, l'aide ne peut pas nous développer. C'est le travail, l'investissement et le travail en qualité qui peut nous permettre de pouvoir progresser. Je vais faire quelques illustrations similaires. Tout le temps, on nous dit qu'il faut lutter contre la corruption. Je me pose la question de savoir, et je l'ai écrit dans mon livre Sine qua non, afin de déraciner la corruption, pourquoi on pense que la corruption est fatale pour nous? Tout le monde sait très bien que la corruption, c'est le destructeur par excellence de la prospérité et de la richesse. Et donc, on estime que nous devrions rester corrompus. C'est une des manières de nous contrôler et de nous garder dans un certain degré de désordre. De la même manière, je dis, lorsque les gens vous disent « Ah oui, mais bien sûr, vous savez, il faut lutter contre l'impunité ». La question c'est, pour quelle raison on s'acharne sur l'impunité? Pourquoi on ne punit tout simplement pas? Pourquoi on ne fait pas la promotion de la sanction? Mais vous savez, la stratégie de lutte contre l'impunité et la stratégie de la promotion de la sanction, c'est deux stratégies complètement différentes. Ceux qui luttent contre l'impunité estiment que l'impunité est un état permanent. Et ça restera comme si, pour nous garder faibles. Et les gens qui disent qu'il faut promouvoir la sanction, ce sont des gens qui pensent qu'on va éradiquer jusqu'à la racine les causes qui nous amènent à penser que nous devons sanctionner ceux d'entre nous qui détruisent la prospérité collective. Et quand je dis qu'il nous faut être en mesure d'avoir un enseignement qui crée des constructeurs de richesse, ça veut dire qu'en fait, au lieu de sortir des gens qui, quand ils ont leur diplôme, ils ne valent rien, si pas grand-chose, et ils ne savent rien faire, ils veulent tout apprendre pour être en mesure d'être utile, que l'on soit en mesure de former des gens capables d'être attirés par des entités productrices parce que simplement on a reconnu en eux les compétences. Des gens capables de créer leur propre entreprise, des gens qui démontrent pendant qu'ils sont encore à l'école, sur le banc de l'université, qu'ils sont capables de travailler. Et ça, c'est la chose la plus importante. Le jour où on change ce paradigme, vous allez vous rendre compte que nous allons devenir non pas un pays dont le climat des affaires est correct, mais nous allons être un pays compétitif et nous allons attirer des gens pour qu'ils viennent investir ici. Ici, vous pouvez avoir toutes les meilleures lois du monde, vous pouvez donner toutes les fiscalités du monde. Après, vous avez des Chinois qui arrivent ici et qui amènent des maçons, qui amènent des Libanais pour devenir des plombiers, qui amènent des électriciens tunisiens. Et c'est toute la différence entre les créateurs de richesses, les constructeurs de richesses et des gens qui luttent contre la pauvreté. Parlez-vous du plan stratégique de la nation, du plan justement, du plan stratégique, le fameux plan stratégique. Vous en faites un fétichisme. Oui, c'est un véritable fétichisme. Je dis de manière répétée, et que m'entendent ceux qui peuvent,
que vous ne pouvez pas avoir des résultats de qualité de manière permanente et durable si ce n'est des résultats planifiés. Pour une simple raison. Pour que quelque chose dure dans le temps, vous devez avoir la capacité d'anticiper sur les aléas qui puissent être à mesure de détruire votre résultat. Vous savez, il y a des gens qui mettent dans un même trou la graine de la prospérité et la graine de la destruction de la prospérité, dont la corruption et d'autres méfaits qui peuvent être à mesure de nous empêcher de progresser. Et si vous mettez les deux dans le même trou, même si vous arrosez, à un moment donné, vous allez avoir l'impression d'avoir une plante qui vient, mais elle va mourir, elle est condamnée à mourir. Et je crois que là-dessus, il est important que les gens se rendent compte que si vous désirez savoir où vous allez, ce n'est pas dans des plans de mandature, ça veut dire 5 ans, que vous devez vous coincer. Il faut être à mesure d'avoir un horizon lointain pour nous permettre de laisser la liberté aux dirigeants, en l'occurrence les chefs d'État, de pouvoir faire des choses importantes qui vont être vues pendant qu'ils sont en mandature et d'engager la poursuite de l'accumulation des résultats sur des choses dont ils ne verront pas la fin, mais qu'il faut qu'ils commencent ou qu'il faut qu'ils fassent avancer. Les agendas des individus, furent-ils présidents de la République, ne comptent pas du tout. Ce qui compte, c'est les agendas de l'État, de la nation, de la patrie. Et ça ne peut fonctionner que dans le cadre de la planification stratégique à moyen long terme. Et quand je dis moyen long terme, c'est 15, 20, 30 ans. Pour que nous soyons en mesure de commencer des grands projets. Je donne des exemples simples. Le port en eau profonde, de bout en bout, c'est entre 7 et 12 ans. Un mandat, c'est 5 ans. Si vous n'êtes pas un homme d'État et vous dites « je voudrais faire des choses que je vais voir moi-même terminer et en jouir », vous ne commencez pas ce genre de projet. Et vous savez, le chef de l'État a lancé ce programme de la gratuité de l'enseignement et éventuellement la couverture santé universelle. Je peux vous dire avec fierté qu'il ne verra même pas le début des résultats de ces deux initiatives. Le premier horizon pour avoir des véritables résultats mesurables, c'est dans 15 ans. C'est là que nous aurons des gens qui ont étudié d'une certaine manière pendant 15 ans pour avoir les résultats nécessaires et avoir la masse critique, parce que la gratuité de l'enseignement, c'est surtout pour élargir la base des gens qui sont formés. La couverture santé universelle, c'est l'accumulation de l'âge de la mortalité, ça veut dire ce qu'on appelle l'espérance de vie. Le temps que tous les effets se mettent en place et que nous ayons véritablement les effets recherchés, c'est 10-15 ans. Et ça sous-entend qu'en fait, c'est un homme d'État, il faut s'incliner, le respecter. Mais c'est ça qui devrait être en mesure de marcher. Le drame, c'est que quand vous regardez la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement, ça ne fait pas partie du cahier de charge de ce qu'on appelle le PNSD. Moi, je dis tout le temps, nous sommes en train de terminer le PNSD en cours. Il se termine en 2023. C'est le moment où jamais où nous devons être en mesure de pouvoir nous ouvrir et nous donner un horizon de 20-30 ans, être en mesure de planifier ce pays, planifier les grands projets qui doivent être faits, revenir en disant dans 10 ans nous voulons être là et dans 5 ans nous allons être ici, et ça devient l'agenda du prochain président. Et j'estime en passant que sans planification stratégique, vous ne pouvez pas planifier le type de personnes que vous désirez avoir pour réaliser vos défis. C'est pour ça que l'enseignement chez nous est complètement décalé. On nous enseigne encore des choses d'il y a 60 ans qui répondaient à des besoins d'il y a 60 ans, mais les besoins ont changé, le monde a terriblement changé. Et tant que vous n'avez pas votre planification stratégique de développement, il est difficile pour vous de faire la planification du capital humain qui doit être aligné par rapport à vos besoins. C'est pour ça, par exemple, que quand on commence les grands chantiers ici, on s'aperçoit qu'on n'a pas de maçon, on n'a pas d'électricien, on n'a pas de plombier, parce qu'en fait, nous ne nous sommes jamais planifiés en fonction de ce que nous désirons faire, parce que nous n'avons jamais défini ce que nous désirons faire. Et là-dessus, j'insiste encore une fois, la qualité de l'enseignement doit être en fonction des défis du moment et des défis spécifiques du pays. Les défis d'aujourd'hui, de demain et ceux d'après-demain. Et donc, on ne peut pas continuer à former en vrac des gens qui ne servent absolument à rien. Et donc, il est important que l'État s'arrête et que l'on décide de former des gens dont on a besoin pour alimenter notre progrès, le maintenir et le faire avancer. Et ça, c'est des choses qu'il faut comprendre sincèrement, parce qu'elles sont largement au-delà des questions politiques. Vous disiez tantôt que notre système d'enseignement est piégé. Il est piégé par qui, comment et pourquoi? Notre système d'enseignement est l'héritage du système belge. Les Belges n'avaient aucun intérêt à ce que nous nous développions rapidement. Ils nous ont donc mis un système où on apprend des choses qui nous répètent. Par exemple,
on nous apprenait l'histoire de Napoléon et on nous décrivait Napoléon comme étant Napoléon Charlemagne, un héros. On nous apprenait Jeanne d'Arc et tout le monde sait ce qu'on nous a dit de Jeanne d'Arc. Et on nous apprenait que tout ce que nous avions, nous, y compris notre propre culture, c'était du fétichisme et que ça ne marchait pas. Et d'ailleurs, écoutez bien, dans le langage de tous les jours, lorsque nous parlons de ce qui nous concerne, on dit les produits locaux, et dans la psychologie des Congolais, les produits locaux sont de mauvaise qualité. Et quand on dit importer, par psychologie, les télévisions aidant, on a l'impression que ça doit être de meilleure qualité. Mais ça, c'est le rêve de n'importe quelle personne. Quand la personne étudie ici et pense que son diplôme n'est valable que le jour où il va aller étudier en Europe, parce qu'il voit la différence au niveau de la performance. Mais en fait, toute la question, c'est que la plupart des professeurs qui enseignent ici ont étudié en Europe, aux États-Unis, au Canada et partout ailleurs. Toute la question, c'est comment fait-on pour être en mesure de revenir ici et ne pas être en mesure d'inventer le savoir dont le pays a véritablement besoin. Parce que lorsque vous étudiez dans des systèmes compétitifs, on vous apprend à réfléchir. Et ici, malheureusement, c'est que la plupart des gens continue à penser que la seule façon de faire les choses, c'est de copier ce qui se passe ailleurs pour l'impliquer ici. Je vais vous donner des exemples simples. Aujourd'hui, on vous dit, si vous désirez faire une publication scientifique, vous devez citer des auteurs. Mais en fait, si vous n'avez pas cité les auteurs occidentaux, votre article n'est pas considéré comme un article scientifique. Mieux, si vous ne publiez pas dans leurs journaux à eux, leurs revues à eux, on considère que vous n'avez pas publié. Mais regardez le pays qui a le plus de films dans le monde, le Nigeria. Vous savez quelle plateforme ils utilisent? Leur plateforme. C'est pour ça qu'ils sont devenus puissants et aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le Nigeria dans le système de la cinématographie. Et donc, il faut se donner une identité et il faut être en mesure de s'assumer. Il faut résoudre nos problèmes. L'enseignement que nous devons être en mesure de donner à nos enfants, de la petite école à l'université, ça doit être un enseignement qui leur donne des outils pour être en mesure de résoudre nos problèmes. En indépendance après, vous considérez la RDC comme une ânesse avec une corde au cou, attachée à rien, mais qui reste sur place. Comment vous dites-vous cela? Oui, mais c'est très simple. Vous savez, lorsque vous prenez une chèvre et vous l'attachez et vous laissez la corde, même si la corde n'est pas attachée à un arbre, pour la chèvre, elle est attachée. Parce qu'elle a toujours été attachée et elle reste dans la même position. L'État congolais est resté exactement dans la même position. On a l'impression... Qu'est-ce qu'il indique exactement? Mais regardez, nous n'avons toujours pas changé notre système de santé 63 ans après. Nous n'avons toujours pas modifié notre système d'enseignement 63 ans après. C'est le système que les Belges nous ont laissé. Et effectivement. Et je vais vous donner un indicateur plus direct, c'est que le réseau routier que nous avons était un réseau routier, un réseau ferroviaire destiné à exporter les biens vers les ports à l'extérieur du pays. Mais jusqu'aujourd'hui, notre réseau routier n'est pas un réseau d'intégration économique, il est encore un réseau d'exportation des premiers biens. Mais en fait, malheureusement, les ports ne sont plus des ports d'exportation, ils sont devenus des ports d'importation. C'est la plus grosse bêtise qui puisse exister dans la vie d'une nation. Nous étions une nation exportatrice, aujourd'hui nous sommes une nation importatrice. Pour votre information, 92% des containers qui arrivent par Matadi repartent vides. Et ce genre de choses nous démontre clairement que nous sommes indépendants, mais en tant que pays, on est resté dans une situation qui est celle d'une chèvre qui est attachée, même si la corde n'est pas attachée à un arbre, la bête pense qu'elle est attachée, et c'est pour ça que les Congolais ne s'assument pas. Chaque fois que ça ne va pas, c'est toujours de la faute des autres. Et en général, on a toujours tendance à penser que si ça ne va pas chez nous, c'est à cause des Européens, des Américains, des Canadiens. Et je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'assumer, être en mesure de pouvoir assumer notre propre indépendance. La première indépendance étant une indépendance intellectuelle. Vous êtes un homme assez cultivé. Je pense que vous avez été, au cours de votre parcours scolaire, peut-être une ou deux fois, peut-être 3 fois même, le premier de la classe, mais vous dites que les premiers de la classe sont incapables, en RDC, sont incapables de réfléchir au destin collectif. J'aurais voulu que ce soit ma mère qui vous le dise. J'ai été premier de classe de la première à la dernière année. Wow. Okay? Mais encore une fois... Du primaire au secondaire. Bien sûr. Et encore une fois, est-ce que c'est ça la chose la plus importante? Le système congolais d'enseignement est un système où on vous demande de définir ce que le prof a dit, de reproduire ce que le prof vous a dicté, de définir des choses sur lesquelles le prof a donné sa propre version des faits. Mais ça part de l'école primaire à l'université. On nous apprend à être des perroquets. Et on a des premiers de classe, et il y en a beaucoup qui sont des incapables dans la vie de tous les jours. On a des gens qui ont été extrêmement brillants à l'école primaire, à l'école secondaire, même à l'université. Ils n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie de tous les jours. Parce qu'on nous apprend les mauvaises choses. On nous donne des mauvaises armes qui sont totalement contradictoires à la réalité dans la vie de tous les jours.
Et vous savez, quand vous dites à quelqu'un que vous devez être le premier, le deuxième ou le troisième dans un classement, dans une promotion de classe, il faut savoir que la chose la plus importante, c'est que si vous êtes dans un club d'âne, même le meilleur devient une espèce d'âne aussi, parce que finalement, ce n'est pas ça qui détermine la différence. Ce qu'on aurait pu nous apprendre, c'est d'être la meilleure version de nous-mêmes à tous les coups. Mais aujourd'hui, on nous apprend d'être meilleur par rapport à celui qui est à votre gauche. Mais s'il est bête, même si vous êtes un peu moins bête et que vous êtes mieux classé, ça ne fait pas de vous une personne intelligente. Et en fait, en réalité, à partir du moment où on commence à comparer les gens par rapport aux autres, la capacité à pouvoir s'améliorer dépend de celui qui est en train de vous donner cours. Je crois simplement qu'une des choses qui est extrêmement importante, c'est de dire, vous ne pouvez pas comparer tout le monde sur les mêmes bases. Il y a des gens dont le talent, c'est les mathématiques. D'autres, c'est les arts. D'autres, c'est les lettres. D'autres, encore une fois, ça peut être la culture générale ou d'autres sciences. Et donc, il faut savoir être en mesure d'aller chercher l'ADN intellectuel de chaque personne et être en mesure de développer cet ADN de sorte qu'on soit en mesure de faire la meilleure version de chaque individu. L'histoire démontre clairement que le monde actuel, les hommes les plus riches, c'est des gens qui n'ont même pas terminé leurs études universitaires. Dans notre propre pays, à l'Est, la plupart des Nandais qui sont riches et qui emploient des gens n'ont même pas fait des études. Donc une manière de vous dire, faites très attention à ce que l'on définit comme étant la science et le savoir et l'intelligence. Et je crois que notre école devrait être organisée de sorte que les génies soient identifiés le plus vite possible et qu'ils soient mis sur un cursus pour qu'ils expriment le meilleur de leur potentiel. Les gens qui apprennent moins vite et qui apprennent peut-être d'une autre manière certaines choses et qui ont d'autres talents, il faut les considérer et leur donner la possibilité de sortir la meilleure version de soi-même. Le plus important, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous allez à un point bien déterminé, c'est où est-ce que vous terminez. Moi, je suis un professeur de karaté. Entre un élève qui est brillant et qui a du talent et un élève discipliné et qui a du talent, je préfère le discipliné qui a du talent parce qu'il va apprendre beaucoup plus. Le talentueux et qui est brillant, il va rapidement atteindre sa masse critique et il va s'arrêter. L'autre, il va avoir des aptitudes d'apprentissage et il va avancer. L'une des grandes choses qu'il faut peut-être regarder dans le champ, c'est un gars qui s'appelle Mutombo Dikembe. Quand ils arrivent aux États-Unis, il part avec son frère. Mais après quelques entraînements, c'est lui que l'on regarde. Mais en fait, ce n'était pas lui la star. Son frère était plus talentueux que lui. Et aujourd'hui, tout le monde et l'histoire reconnaît que c'est Mutombo Dikembe qui avait des aptitudes à apprendre, qui est allé plus haut que son frère. Et Mutombo Dikembe est une légende. Et donc, une manière de vous dire, faites attention à ce que l'on considère comme intelligence. Nous avons une très mauvaise définition de l'intelligence. L'intelligence, c'est celui qui arrive avant les autres. Non, pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que même en athlétisme, vous pouvez être le champion ici. Lorsqu'on va dans une plus grande compétition, vous vous rendez bien compte que vous étiez dernier, mais pourtant ici vous êtes le premier. Et donc encore une fois, arrêtons cet apprentissage où on compare ce qui n'est pas comparable. Le plus intelligent, c'est celui qui est discipliné, qui est dévoué à ce qu'il fait. Et qui a des attitudes capables d'apprendre et qui est prêt à se développer et qui absorbe le savoir multiple et qui sait exactement où désire aller. Vous ne pouvez pas... Même si au départ, il a le moins des capacités intellectuelles. Et faites très attention, regardez dans la vie, il y a des gens moyens qui sont arrivés au sommet. Et ça devrait nous donner des leçons. Et nous avons beaucoup d'illustrations autour de nous. Regardez les premiers ministres que nous avons eus, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas nécessairement ceux à qui on donnait le plus de crédit, qui ont donné le plus de résultats. Et donc, il y a des tas de choses qui sont tout à fait faisables. Et je crois que ce que nous devons être en mesure de mettre en tête, c'est que nous devons former des gens pour des défis bien particuliers. Sinon, si vous avez une ville aussi sale que Kinshasa, vous devriez avoir la capacité de former des gens qui sont spécialistes de l'hygiène, parce que c'est un de vos défis. Okay? Ce n'est pas un juriste qui viendra nettoyer la rue, il n'en a pas les capacités, il n'a pas appris, il ne connaît pas la technique. Et ça, c'est valable pour tout le reste. Je crois simplement qu'il est important pour nous d'arrêter de former les premiers de classe. Les premiers des classes, ça ne donne absolument rien du tout. Il y a plein de premiers des classes, et il y en a beaucoup qui m'entendent pendant qu'on est en train de discuter, qui n'ont pas réussi à sortir simplement de leur capacité à pouvoir se prendre en charge correctement et être les meilleures versions d'eux-mêmes. Justement, système de l'enseignement, parlons-en. Que pensez-vous des diplômés d'État aujourd'hui, l'équivalent des détenteurs de bac? Un diplômé d'État aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'asperge de la farine. Et quand vous lui posez la question de savoir
qu'il a appris. Les réseaux sociaux nous ont démontré que de manière assez claire, il y en a beaucoup qui ne sont même pas capables de s'exprimer correctement dans la langue qui a été celle dans laquelle ils ont étudié. Et quand on leur pose des questions élémentaires, ils sont complètement perdus. En fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, un diplômé d'État, c'est quelqu'un qui sait lire et écrire. C'est tout ce qu'on peut dire. Et encore un peu, il peut faire... ni lire ni écrire. Non, il sait lire et écrire et peut-être faire quelques calculs. Et il a aussi peut-être bien accumulé un certain nombre de savoirs inutiles. Par exemple, aujourd'hui, quand on nous parle de l'Himalaya, et il y a encore des professeurs de géographie qui enseignent ce genre de choses, mais c'est des informations que tu peux tout seul avoir sur Internet, très clairement, et tu peux avoir en 3 dimensions, y compris les montagnes les plus lointaines d'ici. Et aujourd'hui, le cours de géographie qu'on nous enseigne, c'est le même cours de géographie que toi et moi on a eu à l'école. C'est complètement ridicule. Et je pense simplement aussi que nous devons être en mesure de regarder ce que nous faisons. Un diplômé d'État aujourd'hui, c'est même pas quelqu'un qui peut travailler. Okay? Vous allez en Europe, quelqu'un qui a terminé ses études secondaires peut être employé dans une entreprise et être en mesure... Ça veut dire qu'en fait, l'enseignement est fait pour lui donner des aptitudes à travailler. Et chez nous, malheureusement, quand vous faites maths physique, ou que vous faites biochimie, ou que vous faites littéraire, le jour où vous avez votre diplôme, on vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous savez faire. La réponse est dramatiquement rien. L'âge de la maturité, l'âge de la fiscalisation des citoyens en Europe, c'est 17 ans. Parce qu'on considère qu'à 18 ans, quand il a terminé son école secondaire, il peut travailler. Il y a même des pays où ils considèrent que quelqu'un est mature à 16 ans parce qu'on lui donne un numéro d'impôt, parce qu'à partir de 16 ans, il peut officiellement travailler. Chez nous, nous avons une masse de jeunes qui n'ont jamais travaillé jusqu'au moment où ils terminent leurs études. Et quand ils terminent leurs études, ils s'aperçoivent qu'ils ne savent absolument rien faire. Ils sont inutiles pour la société. J'ai juste envie de dire qu'en fait, le cursus scolaire, par moment, est juste une perte de temps. Parce qu'à la fin du cursus scolaire, on s'aperçoit qu'on a des gens qui ne savent absolument rien faire. C'est totalement inacceptable. Et pourtant, il y a plein de métiers dans lesquels nous n'avons pas des compétences. C'est des métiers sur lesquels on peut former des gens en 2 ans, en 3 ans. Et quand on le fait, ça ne nous demande pas du tout beaucoup d'argent. Vous savez, en Europe, 60% des gens n'ont pas fait le master. Quand ils ont fait leurs 3 ans d'université, ils sont universitaires, ils sont formés. Ils vont travailler. Et pour la plupart, c'est quand ils ont acquis des compétences pertinentes qu'ils cherchent la formation qu'il faut pour être en mesure de faire un master dont ils ont réellement besoin. Chez nous, c'est presque classique, il faut faire le graduat et puis la licence. C'est au bout de la licence qu'on s'aperçoit que, bon, dans tout ça, on ne sait quoi faire. Et c'est totalement inacceptable. Aujourd'hui, il y a le système LMD. Est-ce que c'est un apport considérable? Encore une fois, LMD est une excellente chose. Ça nous permet simplement d'être comparables aux autres et d'être insérables dans leur système. Toute la question maintenant, c'est qu'est-ce que vous apprenez aux gens dans ce programme de LMD? Et je crois simplement que nous devons arrêter un enseignement archaïque qui est basé sur des cursus dont nous n'avons pas besoin et être en mesure d'inventer des cursus dont le pays a besoin pour être en mesure de régler les vrais problèmes. Je vous donne un exemple élémentaire. Aujourd'hui, nous avons même une agence spécialisée sur l'économie du climat. Quelle est l'université qui est en train d'enseigner les questions de contraintes des changements climatiques? Il n'y en a aucune. Au Congo, il n'y a aucune... Il n'y a aucune. Et aujourd'hui, vous n'avez pas des filières où les gens forment des environnementalistes spécialisés sur les changements climatiques. Vous n'avez pas des cursus qui forment des économistes spécialisés sur les climats et l'économie et la finance climat. Nous n'avons pas des spécialistes qui enseignent le droit du climat. Et c'est ce genre de choses qui nous met en totale déliquescence. Et ça ne m'étonne pas. Pendant 4 ans et demi, nous avions déjà libéralisé le secteur des assurances et il n'y a aucune université ici qui formait les mathématiciens spécialisés des assurances. Et quand, bien sûr, on a donné les premières licences, les premiers cadres que l'on a dû faire venir ici, comme actuaires par exemple, ils venaient du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville. Parce que on a eu un gros changement, mais nous n'avons pas changé notre manière de faire les choses pour nous apprêter au choc exogène qui vient d'arriver, qui va demander de nouvelles compétences. Et j'insiste encore une fois, le monde évolue trop vite. Les choses qui étaient très bien hier ne le sont plus aujourd'hui. Je donne un exemple élémentaire. Quelqu'un qui a fait l'informatique, qui a fait une thèse dans l'informatique il y a 20 ans, tout ce sur quoi il a fait des recherches n'existe tout simplement plus. Et donc, ce monsieur, s'il n'a pas appris, ou cette dame, si elle n'a pas appris d'autres nouvelles choses, c'est devenu un illettré en matière d'informatique. Et ça, c'est valable dans toutes les sciences.
Et il est important qu'on se rende compte que, par exemple, la médecine est en train d'évoluer de manière extrêmement rapide. Aujourd'hui, la médecine est couplée à l'intelligence artificielle. Et si tu ne comprends pas ce lien, demain, tu vas devenir un médecin pour rien. Bon pour le village, là où il n'y a vraiment pas du tout d'alternative. Vous dites que rien ne peut évoluer si ce n'est évalué. Et vous évoquez le cas de OKP Ranking. Pourquoi cette initiative s'est-elle arrêtée si brutalement? Il y a une dizaine d'années, notre fondation, la Fondation Entreprendre, a mis en place une initiative de classement des universités congolaises. Parce qu'avant d'être comparés aux autres, il faut que nous nous comparions entre nous, avec des critères qui sont les nôtres. Par exemple, un des critères fondamentaux que nous mettions en place, c'était la propreté et le cadre de vie dans les milieux universitaires. Chapeau bas à l'Académie des Beaux-Arts, qui est l'institution universitaire la plus propre, à côté de tout le reste qui sont des poubelles inacceptables, mais malheureusement c'est ça la réalité, et pourtant tout ça est faisable. Et nous avions un certain nombre de critères qui en fait devraient permettre à nos universités de pouvoir avancer, et ici je voudrais saluer le professeur Bemba qui était ministre à l'époque, et très malheureusement au moment où nous avons adopté ce projet qui a été lancé, le ministre qui est arrivé et les autres qui sont arrivés n'ont pas compris la pertinence. Et encore une fois, les gens sont esclaves des classements des autres. Mais vous savez, la plupart des gens, quand on ne nous voit pas dans les classements, ce n'est pas parce que nous sommes moins bons que les autres. C'est parce qu'en fait, quand on commençait à classer, on ne nous a même pas étudiés. Okay? Et moi, je dis, avant que les gens ne vous respectent, respectez-vous. Avant que les gens ne vous évaluent, évaluez-vous. Et notre système d'enseignement congolais n'est pas évalué du tout. Et c'est ça le problème que nous avons. Nous avons été évalués avant que nous évaluions par les Mais autres. pour nous évaluer, il nous faut des indicateurs de performance. Nous ne les avons déjà pas. Aujourd'hui, n'importe qui peut décider d'ouvrir une école, il va l'ouvrir, décider d'ouvrir une université, il va l'ouvrir, pourvu qu'il soit politicien. Et c'est ça la question. À partir du moment où vous faites une machine pour fabriquer un produit A, n'espérez pas que cette machine fabrique un produit B ou un produit C. Cette machine a été conçue pour fabriquer un produit A, il fabriquera ce pourquoi elle a été conçue. Elle ne fabriquera jamais un produit pour lequel elle n'a jamais été conçue. Et c'est ça la grande difficulté que nous avons avec nos universités. Nous apparaissons, nous disparaissons dans les classements mondiaux des universités. Ça s'explique par quoi exactement? Parce que nous n'avons pas une démarche connue, structurée, pour être en mesure d'apparaître dans ces classements. Les différents classements, d'ailleurs, ne classent pas que les universités, ils classent les universités et les facultés dans les universités. On vous dira, telle université, elle est la meilleure dans telle matière, et elle est la 50e dans telle autre matière, mais c'est la même université. On vous dira que tel professeur est le meilleur dans tel secteur, mais on ne vous dira pas que tous les professeurs de cette université sont meilleurs dans toutes les matières. Et ça, je crois que nous apparaissions et que nous disparaissions, c'est parce que notre présence dans ces classements est liée à l'aléatoire. C'est le fait qu'à un moment donné, on les intéresse ou on ne les intéresse pas. Et en fait, je ne voudrais pas dire que nous sommes nécessairement moins bons que les autres, mais est-ce que nous faisons l'objet d'un intérêt particulier? La réponse est non. Et l'autre faiblesse, c'est que nous, on parle français. La plupart des gens qui font tous ces classements parlent anglais. Et du coup, quand vous publiez dans des revues où on parle français, on a l'impression que vous n'avez pas publié. Encore une fois, ayons nos outils et montons ces outils au niveau qu'il faut. Et vous allez vous rendre compte qu'il va être facile pour nous de pouvoir apparaître de manière continue dans les classements locaux, capables d'être dans le OKP Ranking, être en train d'évoluer et être en mesure de pouvoir savoir quelles sont les faiblesses que nous avons et comment on fait, et être en mesure d'apprendre les uns des autres pour être en mesure d'avancer. Et si tel est le cas, il devient alors facile pour nous de pouvoir aller nous battre contre les autres. Regardez nos équipes de football, regardez nos équipes de basket, regardez nos équipes des différentes disciplines sportives. Nous avions ici une équipe de basket qui est sortie championne du continent il y a 3 ans. Nous n'avions même pas un seul stade qui répond aux normes. Vous vous rendez bien compte? Alors vous vous posez la question de savoir si nous avions des infrastructures qui répondent aux normes, si nous avions le système qu'il faut, ce talent s'exprimerait encore à un autre niveau. Avant que je ne vienne ici, je regardais encore une vidéo, c'est un jeune Congolais qui est champion d'une grande compétition de MMA. C'est une discipline des arts martiaux. Et tous ces Congolais sont le fruit du hasard. Ça veut dire qu'en fait, ils ont du talent ici. Dès qu'ils sortent d'ici, on les met dans un système, on les met dans des infrastructures qu'il faut. Ils explosent, ils donnent des résultats extraordinaires. Et je pense que, encore une fois, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun résultat durable qui ne soit planifié. Et c'est pour ça qu'une année, on est champion d'Afrique, l'année d'après, on n'est même pas classé. Et si vous désirez rester au top, vous devez continuer à travailler de manière continue en essayant d'améliorer des paramètres bien clairs que vous maîtrisez.
Vous dites que la publication des textes scientifiques est une illustration de l'esclavage des cerveaux. Est-ce que vous nous expliquez ça en clair? Ah oui, bien sûr, parce que la bataille, c'est de publier aux États-Unis ou dans des journaux anglais. Et en fait, si vous ne publiez pas dans ces journaux, on considère que vous n'avez pas publié. Il y a quelques années, on a démontré de manière assez claire qu'il y a beaucoup d'articles publiés dans Lancet, qui est un des magazines de médecine, qui étaient tout simplement des fausses publications. Tout ce qui était dit était complètement faux et truqué. Mais pourtant, c'est dans Lancet, qui est l'un des meilleurs magazines de médecine mondiale. Ça sous-entend qu'en fait, lorsque vous regardez les deux banques américaines qui sont tombées en 2008, elles étaient la veille côté AAA. Mais ça veut dire qu'en fait, même le mécanisme de modélisation qu'ils ont, il est manipulé de l'intérieur. C'est pour ça que si vous désirez avoir des outils réels qui vous permettent de vous évaluer et d'évaluer votre progrès, soyez ceux qui conçoivent ces outils. Les outils de publication, les outils de mesure et les références. Vous n'allez pas écrire sur la RDC en faisant référence à quelqu'un qui est mort, qui avait vécu aux États-Unis dans les années 40. Il n'est pas capable de comprendre le défi d'aujourd'hui et de résoudre nos problèmes. À un moment donné, je le dis en anglais, get out of the box, sortez de la boîte. Et j'ajoute, get out of the books, sortez des livres, réfléchissez, réfléchissons. Il n'y a aucun expert américain, australien, français, allemand qui peut résoudre nos problèmes. Nous devons être en mesure de pouvoir intérioriser et la partie rationnelle et la partie émotionnelle de nos problèmes, et c'est inséparable pour être en mesure d'y donner des solutions. Si les autres étaient capables de résoudre nos problèmes, ils les auraient déjà résolus. Ça fait 363 ans que nous sommes indépendants. Et s'ils n'ont pas résolu ces problèmes, il y a deux raisons. La première, c'est qu'ils ne veulent pas les résoudre, et quand ils veulent les résoudre, ils les résolvent mal. Et si il y a des gens qui doivent être responsables et qui doivent avoir la conscience du développement de nos pays, c'est nous. Nous devons être responsables de notre développement sur le territoire national et sur le territoire continental. Vous êtes une personne assez cultivée, coach. Merci pour votre compliment. Je vous en prie, coach. Mais comment sortir, comment atteindre cette révolution intellectuelle que vous êtes en train de professer? Comment y arriver? Qui donnera le coup d'envoi? Il faut d'abord constater que nous sommes un pays pauvre, assis sur des richesses. Ça insulte notre intelligence. Mais ça, c'est notre état des lieux. Et il ne faut pas se le cacher. À partir du moment où on va se rendre compte qu'en fait nous sommes dans une situation grave de pauvreté et de précarité, et qu'il a suffi qu'on ferme les frontières pendant le Covid, nous étions incapables de nous nourrir, pour nous dire qu'en fait nous sommes assis dans un problème. Si vous comptez le fait que nous avons 140 groupes armés, vous devriez vous dire, mais en fait on a un sérieux problème. Si vous regardez que nous sommes tous coincés, Kinshasa, sur 7% du territoire, vous posez la question de savoir, est-ce que nous sommes suffisamment collectivement intelligents? Si vous regardez sur le fait que nous sommes assis en ville, tous ici, 20% de la population, les 180% dans les milieux ruraux, et vous savez quoi? Les 80 millions d'hectares des terres arables et les 40 millions de terres irrigables dont parle le chef de l'État ne sont pas en ville. Ces terres sont en milieux ruraux. Nos réserves minières ne sont pas en ville, elles sont dans les milieux ruraux. Nos réserves pétrolières ne sont pas en ville, elles sont en milieux ruraux. Mais qu'est-ce que nous faisons en ville? Pour quelle raison nous ne prenons pas en charge ces terres dont nous devrions nous occuper pour être en mesure d'extraire les richesses et les convertir en véritables richesses et les partager? Et vous savez quoi en plus? C'est que pour ne l'avoir pas fait, aujourd'hui, les Indiens, les Libanais commencent à acheter des terres en milieux ruraux où nous ne sommes pas. Où est notre intelligence collective? C'est ça les questions que je pose. Le jour où on s'arrête et on constate la gravité de la situation, au lieu de laisser les politiciens nous raconter leur vie, les uns nous racontant leur version des fois aussi fausse que les autres, nous devrions avoir la capacité de nous considérer simplement comme des Congolais et être en mesure d'avoir une véritable conférence nationale, mais de la communauté. Comment voulons-nous vivre ensemble? Comment faisons-nous pour que les richesses que nous avons servent à la majorité d'entre nous? Comment faisons-nous pour être en mesure de donner une chance à tout le monde et éviter que certains de nos enfants se retournent contre nous et commencent à tirer? Comment faisons-nous pour que nous ne soyons pas des dangers les uns pour les autres? Parce que dans l'harmonie, les gens progressent. Dans l'adversité, les gens se tuent et s'entretuent. Et la situation de la République démocratique du Congo est une véritable crise d'intelligence collective. Et je le dis tout le temps, la seule façon de pouvoir engager la révolution, c'est de s'arrêter d'abord, constater les dégâts, étudier les causes et les racines de ces causes pour être en mesure de dire comment on développe une matrice de changement. Changement a été le mot d'un certain Étienne Tshisekedi.
il a tout le temps prôné le changement. Les gens ne comprennent pas que pour changer, vous n'allez pas changer en allant dans la même direction. Vous devez vous arrêter pour être en mesure de tourner pour aller dans la direction que vous avez choisie. Et lorsque vous êtes un peuple aussi divisé que le nôtre, nous ne le sommes que pour l'instant, vous devez être en mesure de vous parler pour choisir dans quelle direction vous allez, comment vous y allez et comment vous partagez ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient, c'est ce Congo que l'on chérit tant. Ce qui nous appartient, c'est ce qu'il y a sous le sol sur le sol congolais et dans le sous-sol congolais. Ce qui nous appartient, c'est l'air que nous respirons et les arbres que nous avons. Ce qui nous appartient, c'est les hommes et les femmes que nous avons sur notre territoire et notre spécification ou nos spécifications d'ADN. Et c'est toutes ces spécificités culturelles et naturelles qui devront faire notre point de départ. Pour qu'on soit en mesure de pouvoir progresser, il faudrait qu'on mette notre intelligence ensemble. Et si nous mettons notre intelligence au service de ce mouvement que nous appelons le changement, il devient facile pour nous de décider collectivement comment nos forces ne devraient pas s'annuler, mais qu'elles devraient s'accumuler pour qu'on soit en mesure d'aller dans la bonne direction. Vous parlez tantôt de la Chine comme un modèle de développement économique soutenu. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la Chine et dans le système de l'enseignement? Vous savez, la plupart des livres que les gens lisent aujourd'hui, les livres écrits par les Occidentaux en grande partie, c'est des livres qui ont été écrits pour résoudre des questions post-guerre mondiale, 40-45. Et à cette époque-là, la Chine, comme la RDC, était un pays très pauvre. Entre-temps, la Chine a aujourd'hui le statut qu'elle a. C'est devenu l'économie la plus puissante, le paquet financier le plus important du monde. Et donc, il faut regarder ce que la Chine a fait. Et aujourd'hui, s'il faut lire des livres, il faut lire des livres qui démontrent comment la Chine a progressé les 30 dernières années. Et peut-être que nous devons nous inspirer de ça, plus que d'un certain nombre de livres qui sont devenus totalement obsolètes et d'un certain nombre de théories, y compris économiques, juridiques et environnementaux, qui sont complètement obsolètes. La Chine devrait nous renseigner sur comment elle est devenue une puissance géopolitique. Et là-dessus, il faut des gens pour étudier, pour comprendre. Et lorsque vous suivez des radios comme votre radio concurrente, la RFI, on vous fait parler des gens, on vous dit c'est un Français spécialiste de la Chine, c'est un Français spécialiste de l'Europe, c'est un Français spécialiste de l'Amérique. Ça veut dire qu'il y a des gens dans des universités, leur spécialité c'est d'étudier un certain nombre de pays. Et nous, la Chine devrait nous inspirer bien plus que n'importe quel autre pays. C'est le pays qui nous ressemble en termes de parcours. Et la Chine, il faut regarder deux choses, c'est qu'ils ont appris aux citoyens à aimer la Chine. Première chose, le patriotisme. Aimer la Chine. Et les Congolais ici, des fois quand tu lui dis tu es Congolais, ben, il a presque envie de se cacher. Non, nous devons être fiers d'être Congolais et pour être fiers d'être Congolais, nous devons être en mesure de bâtir un Congo qui est digne de nous et dont nous sommes dignes. Aimer la patrie, aimer la nation. C'est la première des choses que toutes les écoles devraient apprendre aux enfants. De la petite école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'école universitaire. Nous devons être en mesure d'apprendre aux gens à être des citoyens réels. Vous me suivez? Deuxième chose, nous devons être en mesure d'envoyer nos enfants apprendre les sciences dont on a besoin chez nous. Nous devrions avoir des bourses spécialisées pour envoyer les enfants à travers le monde, aller apprendre en Inde l'informatique, aller apprendre en Allemagne les sciences de la mécanique et de l'électricité, aller en France pour aller apprendre des questions énergétiques. Nous devrons être en mesure d'envoyer nos enfants partout dans le monde pour prendre le meilleur de chaque partie et les envoyer dans les pays nordiques pour être en mesure d'apprendre les questions environnementales et climatiques. Et ça, nous devons être en mesure de le mettre dans le temps. Et que ces enfants sachent que c'est des ambassadeurs de la République qui sont envoyés pour aller collecter le savoir, pour créer le melting pot de la République démocratique du Congo, l'intelligence universelle que nous devons avoir sur notre territoire pour être en mesure d'avancer. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous regardez les entreprises américaines, les GAFA, allez regarder tous les DG qui sont là-bas et les directeurs techniques, ils sont indiens. Vous vous rendez bien compte? Et ce n'est pas fait du hasard. Aujourd'hui, le Premier ministre du Royaume-Uni est un Indien. Qui aurait pu y penser? Ils ont réussi dans le temps à se mettre au diapason. Je vais vous parler d'un autre pays, il s'appelle l'Estonie. C'est un tout petit pays de 2 millions de personnes. C'est le numéro 1 mondial en tout ce qui est gouvernance électronique. L'Union européenne les prend en consultant. Le Japon les prend en consultant. L'Inde, qui est le summum de l'informatique, les utilise en consultant pour les questions de la santé. Tous les traitements des données de santé utilisent un système estonien. Donc on peut être petit,
et être spécialisé sur des choses fondamentales, on peut être grand comme la Chine et utiliser son avantage comparatif. Et je crois que la RDC a énormément d'avantages comparatifs et il faut juste être en mesure d'utiliser ces avantages comparatifs comme étant des avantages stratégiques. Et là-dessus, c'est des choix que l'on doit faire et c'est une planification que l'on doit faire et elle doit être au-delà des individus. D'être au-delà des individus, toute cette planification. Mais récemment, vous avez suivi à l'Université pédagogique nationale les étudiants qui ont vandalisé certains bureaux, même brûlé certains véhicules, se trouvaient dans l'UPN plutôt, l'UPN justement. À quoi liez-vous cette faiblesse? À la faiblesse culturelle. Des fois, on oublie même que ce qui nous appartient, nous devrons le préserver. Et une des choses qui nous appartient au plus haut niveau, c'est cette République, la nation, que nous devrons aimer et la protéger contre tout vent. Et quand vous regardez ce niveau d'inconscience des étudiants qui, pour un problème qu'ils peuvent résoudre en discutant, préfèrent recourir à la violence dans leur propre université et détruire des assets qui sont les leurs, tu te poses la question de savoir est-ce que ça va bien? Mais ce qu'on remarque à l'UPN est une tendance générale, on le voit dans la rue, les Koulouna procèdent de ça, les bandits que l'on voit sur la chaussée en train d'agresser les autres, y compris ces gens qui enlèvent les uns et les autres, et ceux qui se sont permis de tuer mon ami Okende. J'ai juste envie de dire, à un moment donné, il faudrait qu'on sache que la destruction est l'équivalent du négatif. Un peuple doit être un peuple constructeur. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant, nous devons être en mesure de former des gens pour construire la prospérité et pas des gens pour lutter contre la pauvreté. On ne doit pas s'occuper de la délinquance, on ne doit pas faire reculer la délinquance, on doit promouvoir les valeurs. À partir du moment où vous faites la promotion des valeurs, la délinquance disparaît. Il n'est pas acceptable que dans nos universités, la délinquance ait le taux de perception que nous avons aujourd'hui et nous devrions avoir comme modèle l'excellence dans nos universités. Et je pense que ceci n'arrive pas par hasard, il faut y travailler. Existe-t-il justement un enseignement, je veux dire, un système, une façon de sortir cet enseignement archaïque? Est-ce qu'il y a un modèle type pour sortir cet enseignement archaïque, coach? Non, il n'existe pas un modèle type pour sortir de cet enseignement archaïque. Chaque pays a ses contraintes. Et même dans un pays, chaque province a ses spécificités. Et lorsqu'on est dans un pays comme celui-ci, le rural ne ressemble pas à l'urbain, les défis sont complètement différents. Il faut juste qu'une chose reste permanente, c'est la recherche de l'efficacité. Ce que l'on apprend à nos enfants doit servir à résoudre leurs problèmes, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Un peuple qui avance bien, c'est celui qui anticipe sur ses difficultés. C'est pour ça qu'on dit en management, gérer, gouverner, c'est prévoir. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, vous avez la capacité de voir loin et de pouvoir faire en sorte que les difficultés qui vont arriver soient perçues par vous, traitées par vous, et vous ne tombez pas dedans comme, juste envie de dire, quelqu'un qui est bête, de manière évidente, tombe dans un trou. Mais vous saviez bien qu'il y a un trou là-bas, mais comment ça se fait que vous tombez quand même dedans? Et donc, tomber dedans et sortir coûte du temps, coûte de l'argent, et vous pouvez vous blesser. Un pays qui se blesse à répétition a un problème de conscience et d'intelligence collective. Et donc, je voudrais insister sur le fait que la seule façon de sortir, c'est de sortir de manière spécifique. On ne peut pas en sortir au Bandundu comme on en sort à Kinshasa, et ce n'est pas la même chose à Cabinda, ce n'est pas la même chose au Sankuru, ce n'est pas la même chose à Musumba. Et donc j'ai juste envie de dire que les choses sont complètement différentes et les intelligences localisées, spécifiques, doivent être en mesure de résoudre des problèmes. À côté de ça, il faut être en mesure de partager les bonnes pratiques. Ça veut dire qu'en fait, s'il y a quelque chose qui marche bien à Goma, on doit être en mesure de le mettre dans le paquet du savoir collectif pour qu'à l'est, à l'ouest, on soit en mesure de l'apprendre et de pouvoir l'appliquer le cas échéant. S'il y a quelqu'un de brillant à Musumba et qui peut résoudre un certain nombre de problèmes, on doit être en mesure de l'appeler à Kisangani pour résoudre ce problème. C'est ridicule d'avoir un Muyembe comme nous l'avons ici et ne pas lui donner la capacité de nous produire 1000 Muyembe. C'est inacceptable. C'est inacceptable de penser que nous pouvons avoir des gens d'une intelligence extraordinaire et qu'on ne lègue pas la répartition de cette intelligence sur des milliers d'autres jeunes qui peuvent en tirer le savoir et être en mesure d'avoir la masse critique de l'intelligence qu'il faut pour être en mesure de faire les choses sur ce pays. Sinon, qui dans le monde a pu sortir de cet enseignement archaïque pour un modèle beaucoup plus moderne? La Corée du Sud, qui était un pays pauvre comme nous et qui a érigé l'enseignement au niveau le plus élevé de ses priorités. En Corée, chaque parent voudrait que son enfant devienne la meilleure version de lui-même. Je vais vous parler de la Corée du Sud.
Pour devenir enseignant, il faut avoir fait une distinction à l'école secondaire. Et les enseignants, ils apprennent gratuitement. L'État paye pour que les enseignants apprennent. Les médecins également, on les forme gratuitement parce qu'on considère que c'est des métiers dont on a véritablement besoin. Et vous savez ce que la Corée du Sud fait après, c'est que pour devenir enseignant, y compris à l'école maternelle, il y a un minimum de 3 ans de pédagogie appliquée que vous devez être en mesure de faire. Si vous ratez une seule année, on dit, mais vous êtes donc intelligent, mais vous n'avez pas travaillé. Donc, vous ne pouvez pas devenir enseignant. Pour devenir enseignant, il faut avoir réussi les 3 années de manière claire. Vous pouvez faire la maîtrise si vous désirez faire d'autres types d'enseignement. Et chez eux, quand vous sortez de l'enseignement, de l'école d'enseignants, vous avez un statut dans la société. Les gens vous regardent avec respect. Et il y a tout un paquet d'avantages sociaux qui sont donnés aux enseignants. Mais je voudrais parler du primaire, secondaire et puis de l'université. Tout ce qui est enseignant est prestigieux. C'est des gens qui nous enlèvent la bêtise, qui nous donnent le savoir. Ils sont censés être les meilleurs. Angela Merkel répond un jour à des journalistes qui lui demandent pourquoi, dans la fonction publique, les enseignants sont mieux payés. Ils disent, mais écoutez, c'est eux qui nous enseignent des choses. Ils sont les meilleurs d'entre nous. Et donc, il faut leur donner le statut, la reconnaissance. Il y a un pays qui s'appelle l'Angleterre. Lorsque vous êtes enseignant, il y a des magasins spécialisés où vous pouvez acheter des biens à nettement moins cher que tout le monde. Donc, on crée un paquet pour qu'on soit en mesure d'attirer les meilleures performances dans l'enseignement. Si vous avez des enseignants respectés, la meilleure qualité d'enseignants, vous allez avoir un enseignement adapté et avec des gens motivés. Vous allez donc former des citoyens de qualité. Mais si, comme dans notre pays, l'enseignement, c'est le dernier des métiers, les gens vont faire ça quand ils ne peuvent rien faire d'autre, on a malheureusement le niveau d'enfants que nous avons aujourd'hui. J'en rigolais encore la semaine dernière avec mes collègues. Je leur disais, vous savez, quand vous allez au collège Boboto, qui est à la Gombe, tous les enseignants viennent de Massina. Alors la question, c'est de savoir, l'école, c'est les bâtiments ou c'est les cerveaux? Pourquoi les meilleures écoles ne sont pas à Massina? Ah oui. Et donc, nous devons être en mesure de dire comment ça se fait qu'aujourd'hui, les enseignants du collège Boboto ou de l'Athénée ne vivent pas à la Gombe. On a créé une ségrégation dans la tête des gens où les Blancs habitaient ici et tous les autres habitaient de l'autre côté. Nous avons l'indépendance depuis 63 ans, mais on répercute exactement la même chose. Souvenez-vous de la chèvre attachée. On répercute exactement la même chose. La Gombe reste le centre des affaires, le dortoir, c'est le reste du pays. Quand vous avez gagné un peu d'argent, même quand vous êtes bourgmestre d'une commune, vous venez vivre à la Gombe, vous allez à ma campagne, alors qu'on aurait bien pu créer des conditions de vie d'une certaine qualité partout. Pour quelle raison Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo, mais la quasi-totalité des institutions est à la Gombe et on commence à avoir quelques infrastructures qui commencent à aller vers Lingwala, voyez-vous. Et pourquoi nous n'avons absolument rien qui représente l'État qui soit à Massina? Pourquoi nous n'avons absolument rien qui représente l'État qui soit à Kisenso? Et du coup, on dépense tout l'argent à la Gombe. La conséquence est très simple. Le matin, tout le monde vient à la Gombe, et le soir, ils laissent les déchets ici et ils partent. Et je crois qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir que l'école nous apprenne à réfléchir et à résoudre nos problèmes. La plupart des chèques sociaux que nous avons dans la ville sont la résultante de l'échec de notre intelligence. Nous devons être en mesure de nous questionner. Et lorsque vous regardez les routes en très mauvaise qualité, c'est nous qui n'avons pas la capacité de maintenir nos routes en bonne qualité et propres. Lorsque vous regardez les feux de circulation qui ne fonctionnent pas, c'est que nous sommes incapables de faire fonctionner les feux de circulation de manière permanente. Lorsque vous regardez la qualité de la police que nous avons aujourd'hui, et particulièrement la police de circulation routière, vous vous dites, ok, mais c'est ça nous, c'est ça le degré d'intelligence que nous avons, parce que réformer cette police relève de nous. Et ça, nous pouvons le dire dans beaucoup de secteurs. Et j'ai envie de dire, il faut qu'on apprenne à se remettre en question. Aujourd'hui, la Finlande fait le leadership dans l'enseignement européen. Et il y a des concours internationaux sur les mathématiques, c'est des enfants chinois qui sont toujours en tête. Même quand c'est les États-Unis qui gagnent, c'est 2 enfants chinois aux États-Unis qui gagnent. Ils sont américains. Et ils sont américains. Juste une manière de vous dire, on a le résultat que l'on recherche. Vous ne pouvez pas être un peuple qui vit par hasard. Vous ne pouvez pas être un peuple qui vit par hasard. Il faut toujours être à point. Ah, coach, vous avez parlé tantôt de 2 modèles économiques. Vous parlez de l'Inde et de l'Estonie. 2 pays de la Chine et de l'Estonie, oui. De la Chine et de l'Estonie également. Ces 2 modèles complètement opposés. La Chine est un grand pays peuplé, l'Estonie un petit pays moins peuplé. Qu'ont-ils de commun? La capacité à identifier leurs avantages comparatifs. La manœuvrabilité de l'Estonie
est impossible à tenir en Chine. La Chine est une grosse machine, elle ne peut pas bouger aussi vite que l'Estonie. Alors, eux, ils ont choisi leur modèle. Tout est digitalisé. C'est le pays le plus digitalisé du monde. En Estonie. L'Estonie. Les plus digitalisés. Le plus digitalisé du monde. Le mieux gouverné en termes de la digitalisation au monde. Tout est électronique, même le vote est électronique. Vous votez à partir de votre téléphone. Même la monnaie. Même la monnaie est quasi électronique. Vous êtes consulté par un médecin 7 fois sur 10 de manière électronique. Vous êtes malade, vous allez dans un pays, le pays où vous arrivez, le médecin peut avoir votre code. Quand il accède à votre fiche et il peut continuer à vous soigner. Ces gens, ils ont décidé d'avoir un tel degré d'avance par rapport au monde. Ça ne tue pas les travaux manuels? Ils ne sont que 2 millions de personnes. Et donc, éventuellement, ce que vous posez comme problème ne se pose pas. Parce qu'ils ont, dans le cadre de l'excellence du travail qu'ils font, la capacité de former des gens pour être en mesure d'avoir les métiers dont ils ont besoin. Oui. Et aujourd'hui, ils exportent leur savoir-faire à travers le monde. La Chine, c'est 1,4 milliard de personnes. Et donc, ils ont des bras et des biceps pour travailler. Et donc, ils se sont dit, nous allons devenir l'usine du monde. Ils ont donc agi sur ce qu'ils avaient comme avantage comparatif. Et ils ont fait venir des entreprises américaines, françaises, allemandes, et ils ont, pendant une trentaine d'années, appris les technologies des autres en travaillant pour eux. C'est comme ça que Nike, aujourd'hui, quand vous regardez bien à l'intérieur, les chaussures Nike sont fabriquées en Chine. Le savoir-faire chinois est devenu pointu. Ils peuvent produire aux normes les plus élevées du monde. Mais en fait, ils n'auraient jamais pu faire ce que les Estoniens ont fait au tout début. Mais aujourd'hui, la Chine est devenue un des pays les plus digitalisés aussi. En Chine, votre visage et votre identité, où que vous passez, on sait que vous y êtes passé. C'est un pays où la surveillance est au niveau le plus élevé. Malgré le nombre d'habitants. Malgré le nombre d'habitants. Mais ils n'ont pas commencé par ça. Ils ont fini par ça. Ils ont commencé par le travail manuel. Ils ont commencé par la petite industrie. Ils ont commencé par les productions à façon. Et quand ils ont maîtrisé des choses et qu'ils peuvent produire de leur nourriture et qu'ils peuvent produire des biens de première consommation, ils montent en gamme. Aujourd'hui, on a des sociétés comme Huawei qui font la 5G et qui sont aujourd'hui le top du monde. Au point de faire paniquer les États-Unis sur la 5G. Et donc, encore une fois, l'avantage ou le point commun entre les deux pays, c'est d'avoir choisi de manière spécifique par quoi commencer en fonction de ce que est leur spécificité. Et si vous ne comprenez pas votre ADN, c'est très difficile. Vous allez copier-coller des choses qui ne vont jamais donner de résultat. S'il vous plaît, coach, parlons proposition. Que doit faire la RDC au niveau maternel, primaire et secondaire, même universitaire, au niveau de l'enseignement? La première des choses, c'est de construire des citoyens. Ça doit être le premier objectif. Construire des citoyens. Des gens qui connaissent et aiment leur propre pays. Vous savez, un enfant qui naît à Massina, il y en a qui arrivent à la Gombe pour la première fois à 20 ans. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a la galerie Lafayette que l'on a construite. Vous trouvez des gens qui se sont mariés à Mitendi et qui viennent faire des photos là-bas. OK? Ça sous-entend qu'en fait, si vous prenez quelqu'un qui vient de Chimbulu, dans le Kasaï, et vous l'amenez devant ce genre de bâtisse, il est juste complètement perturbé. Et il est donc important de construire des citoyens qui connaissent et qui aiment leur pays. Beaucoup de pays dans le monde ont des programmes scolaires pour permettre à chaque enfant de connaître 15 ou 20 ouvrages qui appartiennent à la nation. Par exemple, les gens doivent connaître la stèle de Lumumba ou l'échangeur de Limité, où que vous soyez. Un jour, vous êtes à Misumba, on vous amène à Lumbashi, on met dans un avion, on vous amène ici, on vous fait visiter cet endroit. Exactement. Et puis un autre jour, on vous amène à Isiro, vous allez visiter un autre endroit. Et lorsque vous avez atteint l'âge de 16-17 ans, il y a des choses que vous connaissez de votre pays. Il y a des gens ici, quand vous leur demandez de citer les 26 provinces que nous avons, ils vont commencer à bégayer. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Donc l'école maternelle, primaire, secondaire et universitaire doit constituer et construire des citoyens. Deuxième des choses, et elle est tout aussi importante, à partir du moment où vous avez construit des citoyens, il faut avoir une école qui forme les enfants aux défis de la République. Ça veut dire qu'il faut connaître ces défis, il faut les structurer et être à mesure de les modéliser. On doit avoir des gens qui sont prêts à tout
pour la République. On doit avoir les meilleurs soldats, les meilleurs policiers, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs médecins, les meilleurs avocats. Et pas des avocats corrompus, pas des magistrats corrompus qui tuent la République et qui font pleurer le président de la République tout le temps. Et je crois que le jour où nous avons des citoyens formés par nos écoles pour construire cette République, le jour où il y a quelqu'un qui met la main sur la République, on le tient, même quand c'est votre frère. On l'empêche de pouvoir faire du mal à la République. Et ça, c'est la première vocation de l'école. Que doit faire sinon l'université publique en particulier et l'université congolaise en général? Les universités publiques sont piégées. Vous savez, aujourd'hui, un recteur d'université n'a aucun pouvoir. Il ne peut même pas sélectionner un professeur, il ne peut même pas engager un professeur. On vous nomme au ministère. Ça sous-entend qu'en fait, les recteurs sont des recteurs pour rien. Ils gèrent les affaires courantes. Ils ne peuvent même pas engager de manière sérieuse des réformes et éventuellement mettre en jeu des nouveautés. Ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter tout de suite. Il faut donner un statut aux universités pour qu'elles soient en mesure d'ester en justice, qu'elles soient en mesure de pouvoir inventer leur avenir, que le recteur et ses équipes soient en mesure de sélectionner les meilleurs professeurs qui soient pour qu'ils les engagent et qu'ils soient en mesure de travailler, et que l'indiscipline qui règne de manière pertinente dans les universités publiques s'arrête. Et de manière générale, les universités au Congo devraient être des universités qui répondent aux besoins de demain. La plupart de nos universités répondent aux besoins d'hier qui n'existeront plus. Et ça demande que nous ayons des états généraux de l'enseignement primaire, maternel, secondaire et universitaire. Et il est important que l'on décide quels citoyens nous désirons, mais pour le faire, il faut être en mesure de savoir où est-ce que nous voulons amener le pays. Si notre vocation est l'énergie et les éléments de climat, nous devons être en mesure de former des spécialistes dans ce secteur. Si notre atout majeur, ce sont les mines, nous devons être en mesure de préparer les gens pour travailler dans les mines. Si nos autres atouts, c'est l'agriculture, nous devons être en mesure de former les gens pour faire ce genre de choses. Le jour où on décide ce qu'on voudrait faire, on décidera de quel genre de personnes nous avons besoin et quelle formation il faut donner aux gens. Exactement. Mais quelle est la part de l'enseignant dans tout ça? Et pourquoi dites-vous qu'il est dangereux de laisser un enfant dans les mains d'un enseignant pauvre et incompétent en même temps? Quand un enseignant est incompétent, il forme dangereusement des incompétents qui croient qu'ils connaissent parce qu'ils détiennent un diplôme. Okay? Et ça peut être très dangereux. Et si en plus de ça, vous avez un professeur ou un enseignant pauvre, il passe le temps à essayer de survivre. C'est pour ça que vous avez la corruption qui a eu domicile dans les écoles maternelles, primaires, secondaires et universitaires. Les enseignants sont pauvres. Parce que les enseignants sont pauvres et ils commencent à vendre même des choses que l'on ne vend pas. Et aujourd'hui, et ça compromet tout l'avenir des enfants. C'est vous qui l'avez dit. Et c'est pour ça que je dis il faut mettre l'enseignant dans des bonnes conditions. Et il faudrait que deviennent enseignants ceux qui sont les meilleurs d'entre nous et qui peuvent le prouver. Le diplôme n'est qu'une prétention à un moment donné. C'est une photographie de ce que vous savez faire. Un enseignant peut être un bon enseignant aujourd'hui, 3 ans, 4 ans plus tard, il n'est plus le bon enseignant pour ce cours-là, dans cette faculté-là. Il faut qu'il aille se former et un autre arrive et continue à faire avancer la science. Et aujourd'hui, chez nous, malheureusement, quand quelqu'un est dans une position d'enseignant, il considère tout est acquis. Il faut presque le vénérer, même quand il n'a aucune valeur ajoutée. Et je crois simplement qu'il y a un travail à faire là-dessus pour que nous soyons en mesure de relativiser tous nos défis et savoir que les choses changer très rapidement. Coach, il y a aussi l'âge de nos enseignants à l'université. Il y a des professeurs qui ont 60, 70, 80 ans aujourd'hui et qui enseignent les matières qu'on a apprises il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. L'âge n'est peut-être pas la question. Toute la question est de dire, si vous n'avez pas planifié votre université, vous ne pouvez donc pas planifier la relève. Et je crois que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si vous savez où vous allez planifier les différentes ressources. Une des ressources que vous allez planifier correctement, c'est la ressource humaine, qu'elle soit administrative ou enseignante. Que dites-vous de la qualité de notre enseignement face au projet de développement de 145 territoires? J'ai peur de dire que le peu de savoir que nous avons est urbain, nos défis sont ruraux. Et il est donc important pour nous de faire un effort pour que les meilleurs d'entre nous acceptent d'aller vivre au plus proche de là où le chef de l'État dit que nous devrons commencer le développement. Et pour ça, il faut être en mesure de créer l'environnement nécessaire dans ces milieux pour être en mesure d'accueillir des gens qui ont de l'intelligence à donner et pour être en mesure de faire face à nos défis. Et pour y arriver, il est important que nous ayons une asymétrie dans l'offre
fiscale, mais aussi dans les incentives que l'on peut être en mesure de donner aux gens pour qu'ils acceptent d'aller là où se trouvent les défis de la République. Aujourd'hui, les gens, ils restent là où il y a des facilités. Les gens restent là où on a tendance à penser que l'État dépense le gros de l'argent. Et de mon point de vue, c'est que l'enseignement, les questions de santé et de développement devraient prioritairement aller sur les 145 territoires et que l'économie y règne. C'est ce qui peut y attirer les enfants de la République, où qu'ils soient. Vous dites que cette question de la performance dans l'enseignement est un sujet de débat national au-delà des couleurs politiques. Sommes-nous devant le feu rouge que la nation devrait éviter? Nous sommes devant le feu rouge et il faut s'arrêter. Il n'est pas logique que les personnes qui gagnent un peu d'argent, ils envoient leurs enfants de manière systématique en Europe. Je ne les condamne pas. Chaque personne voudrait le meilleur pour ses enfants. Ouais. Mais je crois que le meilleur endroit où nos enfants devraient étudier et se développer, c'est ici, chez nous. Même les hôpitaux, pour se soigner, il faut aller à l'étranger. Et parlant des hôpitaux, vous vous rendez bien compte, les Indiens ont vu que nous avions des besoins réels. On envoyait des gens en Inde pour se faire soigner, y compris avec l'argent de l'État. Ils sont venus ici, ils sont venus installer ce que nous allons chercher chez eux. Ils sont peut-être plus intelligents que nous. Et aussi bien sur les questions de santé que sur les questions d'éducation, si nous ne mettons pas ici les meilleures écoles, très malheureusement, nous serons les plus grands perdants. Juste pour votre information, beaucoup de jeunes Européens vont faire leurs études d'informatique en Inde. C'est carrément incroyable ça, coach. Quelle est la part des partenaires financiers et techniques dans cet exercice au regard des dégâts du passé sur l'administration de l'enseignement supérieur? Lorsque nous déciderons de nous arrêter pour repenser notre avenir, peut-être qu'il n'y a aucune place pour les partenaires techniques et financiers. Parce qu'en fait, nous n'avons pas les mêmes défis, les mêmes intérêts. Peut-être que ceux qui devraient être approchés sont les pays africains qui ont fait un peu mieux que nous, les uns dans un secteur et les autres dans d'autres. Et je crois simplement que c'est un moment de vérité que nous avons l'obligation de vivre tout seul. C'est la dernière question pour finir. Coach, comment évaluez-vous le retour sur investissement? Vous savez, lorsque vous avez des illettrés, ils coûtent cher à la République, mais personne ne mesure ça. Mais lorsque vous avez investi dans des gens qui sont compétitifs, ils gagnent des gros salaires et ils payent des impôts. C'est le retour sur investissement. Et si vous avez des gens qui sont formés, ils conduisent sur la route en respectant un code parce qu'ils le connaissent. Et quand vous avez des gens qui ne sont pas formés, ils produisent des embouteillages et personne ne mesure ça. Pourtant, les embouteillages coûtent de l'argent et détruisent la santé. Merci beaucoup, coach, pour ce numéro spécial de Legacy Talk, ce mois de juillet. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivi ce numéro donc, de Legacy Talk dans cet espace. C'est terminé aujourd'hui, portez-vous bien. On se retrouve donc prochainement avec le même plaisir, toujours sur une question que j'ai oublié de poser avant de clôturer complètement cette émission, coach, le prochain numéro. Le prochain numéro, ce sera certainement au mois d'août à la fin. Gracia nous le dira, encore une fois. Oui. Mais nous avons un très grand Legacy Talk en présentiel. Ce sera au mois de septembre. Nous sommes en train de nous y préparer. Ce sera un Legacy Talk à couper le souffle. Un Legacy Talk à couper le souffle au mois de septembre. On prend rendez-vous. Allez, on se quitte. Portez-vous bien. Au revoir. Bâtissons un pays prospère que nous léguerons avec fierté aux générations à venir. Et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu, Legacy Talk, un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions de taille. Gouvernance, leadership et innovation. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe.